Chapitre 1. La répétition finale. C'était un mardi soir de début octobre, lorsque les vents violents de l'automne balayèrent le village de Larkwood, faisant vibrer les vitres et emportant avec eux les notes faibles et lugubres d'un violon. La source était indéniable. Venn House, un vaste manoir de campagne perché à l'orée du village, partiellement voilé par le lierre grimpant et de lourds souvenirs. Pour la plupart, ce n'était qu'une autre demeure majestueuse appartenant à l'un des prodiges oubliés de la musique londonienne. Mais pour les rares personnes qui connaissaient intimement son propriétaire, Venn House évoquait des rêves inassouvis et un génie trop tôt réduit au silence. À l'intérieur, la lumière du feu vacillait dans le salon, mais sa chaleur ne parvenait pas à dissiper le malaise qui flottait dans l'air. Au centre se tenait Gabriel Courtland, un violoniste autrefois salué comme un jeune prodige dans toute l'Europe. À la fin de la trentaine, sa renommée avait depuis longtemps décliné, éclipsé par des artistes plus jeunes et plus en vogue. Pourtant, il conservait l'assurance et la précision qui avaient autrefois fait vibrer les salles de concert. L'archet de Gabriel dansait sur les cordes avec une maîtrise magistrale, remplissant la pièce des notes finales douloureuses de la pièce de Ravel. Tzigane. Alors que la dernière vibration s'estompait, le silence enveloppa la pièce. « Eh bien ?» demanda-t-il sans lever les yeux. Depuis un fauteuil capitonné, Lady Eugenia Courtland, sa tante et protectrice en quelque sorte, posa son verre de cognac. « Toujours aussi piquant au crescendo, dit-elle d'une voix saccadée. Ça détonne. » Les yeux gris et calculateurs de Gabriel croisèrent les siens. « C'est pour choquer, tante. C'est le but. » De l'autre côté de la pièce, une autre silhouette s'agita. Lydia Marsh, une jeune pianiste aux cheveux auburn éclatants et au sourire retenu, déclara « C'est une dissonance intentionnelle. Ravel repousse les limites. J'ai trouvé ça époustouflant. » Lady Eugenia hocha la tête, les lèvres pincées, puis reporta son attention sur l'horloge de la cheminée. « Où est Paul ?» Il n'est jamais en retard. Le Paul en question était Paul Venn, héritier du domaine Venn et demi-frère de Gabriel, né du second mariage de leur défunte mère. Si Gabriel possédait le tempérament orageux d'un artiste torturé, Paul était son opposé affable, génial, intelligent et désespérément dépourvu de talent musical. Il gérait les affaires familiales et se disait souvent allergique aux cordes du violon et au théâtre. « J'ai vu sa voiture dans l'allée, » dit Lydia. « Il est peut-être dans le bureau. » « Il l'était, » dit une nouvelle voix depuis l'embrasure de la porte. Florence DeWitt, la gouvernante de longue date de Gabriel, entra avec un plateau en argent rempli de verres à sherry. Monsieur Venn est allé au jardin après le dîner. Il a dit qu'il avait besoin d'air. Dame Eugénie haussa un sourcil. « Dans ce vent ?» Florence haussa simplement les épaules et commença à poser le plateau. Peut-être apprécie-t-il la sensation d'être fouetté par la nature, madame. Gabriel ricana, un son rare, et déboucha son étui à violon. Ou peut-être avait-il besoin de parler à quelqu'un en privé, murmura-t-il. Sa remarque fut accueillie par le silence, même si le regard de Lydia se porta brièvement vers la fenêtre, où d'épais nuages voilaient la lune. Le vent hurla de nouveau et le feu crépita. Dame Eugénia se leva. « Bon, j'en ai assez des drames et du cognac froid. Je vais me retirer. Essaie de ne pas empêcher le reste de la maisonnée de dormir avec tes éternelles habitudes, Gabriel. » Avec un bruissement de soie et un léger parfum de lavande, elle sortit. Lydia se tourna vers Gabriel. « Tu as été brillant ce soir. » Il la regarda, l'air indéchiffrable. « Tu dis toujours ça. » « Et je le pense toujours. » Il s'adoucit à peine. « Tu joues du Chopin demain ?»« Au salon, oui. Je pensais commencer par le berceuse. Quelque chose de léger. » Gabriel hocha la tête distraitement, regardant déjà au-delà d'elle. Florence revint, cette fois sans le plateau. « Monsieur Courtland, pardonnez-moi, mais avez-vous vu Monsieur Venn ? Son manteau est toujours sur la patère et il n'est pas rentré. » Gabriel fronça les sourcils. « Ça fait presque 1 heure. » J'ai vérifié le jardin. Aucun signe. Il y eut un bref silence, un instant, puis Gabriel dit « Vérifie le lac. » « Le lac ?»
Il marche toujours par là. Il aime l'eau la nuit. » Son ton devint soudain sec. « Emmène Barnes avec toi. » Barnes, le vieux jardinier, était connu pour sa robustesse silencieuse. Florence hocha la tête et disparut. Lydia se leva et lissa sa jupe. « Tu crois qu'il s'est passé quelque chose ?» Gabriel la regarda longuement. « Avec Paul, tout est possible. » Il était un peu avant minuit lorsque Florence revint, pâle et tremblante. Elle serrait les pans de son manteau de ses mains tremblantes. « Nous l'avons trouvé, » murmura-t-elle, « au bord de l'eau. » Barnes se tenait derrière elle, les yeux baissés. « Vivant ?» demanda Gabriel en s'avançant. « Non, monsieur. » Florence hésita, puis ajouta « Ce n'était pas naturel. »« Que veux-tu dire ?» Elle déglutit. « Il n'était pas noyé, ni malade. Il y avait du sang à l'arrière de sa tête. Une blessure. » Lydia haleta. « Tu veux dire meurtre ?» Gabriel prononça le mot comme s'il avait un goût étranger. Florence hocha la tête. Un silence de mort s'abattit. Dame Eugénia apparut dans l'escalier, sa robe serrée contre elle, le visage gris. « J'ai entendu des cris. Qu'est-ce que c'est ?» Gabriel soutint son regard. « Paul est mort, assassiné. » Au matin, Larkwood était en effervescence. Ce village autrefois paisible, avec ses maisons de cartes, postales et ses cloches du dimanche, était désormais le théâtre d'un crime. La police locale arrive, vêtue de ses uniformes rigides et suivant des procédures incertaines. Un médecin conclut que la cause du décès était un traumatisme contondant, probablement causé par un objet lourd. Aucune arme ne fut retrouvée, aucune empreinte, aucun signe de lutte, seulement un corps tombé près du lac et une brume montante qui donnait l'impression que tout faisait partie d'une pièce de théâtre trop sombre pour les heures de clarté. À midi, un télégramme avait été envoyé de la poste à la demande pressante de Gabriel. Il disait « Urgent. Tragédie à Venhouse. Frère mort. Suspicion d'acte criminel. Assistance immédiate requise. Veuillez venir immédiatement. Gabriel Courtland. » Elle était adressée à un nom inconnu des villageois de Larkwood, mais intimement connu des grands esprits de Scotland Yard et des salons les plus prestigieux d'Europe. Monsieur Hercule Poirot. Chapitre 2. L'arrivée à Venhouse. Le train de 10h03 en provenance de Paddington entra en gare dans un sifflement indolent, expulsant un modeste flot de passagers sur le quai balayé par le vent de Little Norminster, la halte ferroviaire la plus proche de Larkwood. Parmi eux se trouvait une silhouette compacte, vêtue d'un pardessus gris impeccable, de gants en cuir de chevreau et d'un chapeau melon à la précision géométrique. Une moustache luxuriante, épilée à la perfection, ornait sa lèvre supérieure tel le cimier d'un empereur romain. Il descendit avec une prudence délibérée, scrutant les alentours comme si chaque brique de la gare et chaque rafale de vent lui murmurait des secrets. Pour un œil non averti, il aurait pu paraître déplacé au milieu du paysage rural et des banlieusards, mais pour ceux qui avaient suivi son nom à travers les gros titres et les tribunaux, il était indéniable qu'il était bel et bien là. Hercule Poirot était arrivé. Un chauffeur en livrée muni d'une carte portant l'inscription « Monsieur Poirot » en lettres majuscules, s'approcha en s'inclinant avec déférence. « De Venhouse, monsieur. Monsieur Courtland vous adresse ses salutations. » Poirot nodded crisply. « Très bien. Let us not waste time. » Le trajet jusqu'à Venhouse fut court mais pittoresque, serpentant à travers des murets de pierre, des champs parsemés de moutons et des arbres aux teintes rouges et dorées du début de l'automne. Poirot resta silencieux, ses petites cellules grises s'éveillant déjà. Il avait relu le télégramme à plusieurs reprises pendant le trajet, répertoriant mentalement le nom de Courtland, le mot « meurtre » et l'urgence assez curieuse avec laquelle il avait été convoqué. Alors que la voiture franchissait le dernier virage, Venhouse apparut. Construite à la fin du XIXe siècle par un magnate de la marine marchande dont les héritiers avaient dilapidé la fortune, elle arborait l'élégance, hautaine d'un manoir s'accrochant à sa grandeur déclinante.
Le lierre rampait le long de la pierre comme les veines du temps, et de hautes fenêtres donnaient sur l'extérieur avec une certaine solennité. Poirot fut accueilli à la porte par Gabriel Courtland lui-même. « Merci d'être venu, monsieur Poirot », dit aussitôt Gabriel en lui serrant la main avec une froide formalité. « J'avoue que je doutais que le télégramme vous parvienne à temps. »« J'en suis ravi, » répondit Poirot. « Vous êtes le frère aîné du défunt, n'est-ce pas ? » « Demi-frère, » corrigea Gabriel, « même si nous avons été élevés dans la même maison. » Poirot remarqua la distinction avec intérêt. « Et vous êtes vous-même musicien, violoniste, autrefois connu. » Ils entrèrent dans le salon, encore légèrement parfumé par le feu de la veille. Lydia Marsh se tenait près de la cheminée, les yeux rouges mais la posture posée. À côté d'elle se trouvait Lady Eugenia Courtland, dont le regard froid se fixait sur Poirot, comme si elle évaluait un avoué plutôt qu'un détective. « J'ai entendu parler de vous, » dit-elle simplement. « Espérons que votre réputation soit justifiée. » Poirot inclina la tête. « C'est souvent le cas, madame. » On lui proposa du thé, puis on le déclina. Poirot préféra commencer immédiatement. « Racontez-moi, » dit-il en s'asseyant avec un geste théâtral, « les événements qui ont conduit à la mort de M. Polven. » Gabriel s'appuya sur la cheminée, les bras croisés. « Nous avons dîné ensemble. Lady Eugenia, Mademoiselle Marsh, Paul et moi. Il était de bonne humeur, quoique distrait. Après le repas, il a dit qu'il irait se promener. Il le faisait souvent. Florence, notre gouvernante, a remarqué plus tard qu'il n'était pas rentré. En cherchant, nous l'avons trouvé près du lac. Mort, intervint dame Eugénia d'un ton neutre. Avec une blessure à l'arrière du crâne. Poirot se tourna vers Lydia. « Mademoiselle, vous l'avez vu la dernière fois ?»« Peut-être, » dit-elle avec hésitation. Nous étions au salon. Gabriel venait de terminer ses répétitions. Florence est entrée, a demandé des nouvelles de Paul, et tout s'est passé très vite. Monsieur Venn s'est-il disputé avec quelqu'un ? Dame Eugénia renifla. Il était généralement aimable, mais naïf. Il avait des idées folles sur l'argent. Il voulait liquider une partie de la succession. Lui et Gabriel s'en sont disputés il y a une semaine. Gabriel lui lança un regard. Ce n'était rien de grave. À toi, peut-être. Poirot leva la main. Permettez-moi de poser des questions. Ensuite, vous pourrez répondre à votre tour. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit carnet et un crayon. Maintenant, le corps. A-t-on emporté quelque chose ? Montre, portefeuille ? Gabriel répondit « Non, tout était intact. » Poirot le nota. Y avait-il quelqu'un d'autre dans la maison qui aurait pu voir ou entendre quelque chose ? Juste le personnel. Florence DeWitt, la gouvernante. Barnes, le jardinier. Une jeune femme de ménage. Nancy. Et où se trouve le corps ? Près du lac, juste au-delà de la tonnelle de rose. Aucun signe de lutte, aucune trace de pas. Le sol était trop dur. « Ah, » dit doucement Poirot, « mais il y a peut-être encore quelque chose. L'absence de preuve est souvent l'indice le plus criant. » Il ferma son carnet. « J'aimerais voir l'endroit. » Gabriel hocha la tête. « Je t'emmène. » Le terrain de Venn House était vaste et charmant, mais dégageait l'aspect négligé d'une maison dont l'attention s'était tournée vers l'intérieur. Des feuilles mortes tapissaient les allées. Un cadran solaire en marbre se dressait de travers sur son socle. À l'approche du lac, Poirot ralentit. Ce chemin, il ne mène nulle part ailleurs ? Gabriel secoua la tête. On s'en sert uniquement pour les promenades. Paul aimait y lire. Il disait que l'eau le calmait. Ils s'approchèrent du bord du lac. L'eau, immobile, reflétait le ciel gris et terne. Un banc de bois bas était installé près de la tonnelle, maintenant fané et pâle. Un carré d'herbe rase s'étendait juste à côté. Poirot avançait prudemment, examinant le sol. Il étudiait l'inclinaison du banc, la façon dont le vent soufflait dans les arbres. Puis, il s'est arrêté. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Gabriel. Poirot se pencha, tendant la main vers une parcelle de terre humide sous la haie la plus proche. De ses doigts gantés,
Il en extraya délicatement un petit objet, boueux mais reconnaissable entre mille. Un corde de violon, cassé et effiloché aux deux extrémités. Poirot le tint en l'air, laissant la lumière grise briller dessus. « Mon ami, murmura-t-il, je crois que la musique ne fait que commencer. » Chapitre 3. Une chaîne de tension. La découverte de la corde du violon pesait lourdement sur la maison, telle une note discordante restée sans réponse. Poirot tenait le morceau de boyau effiloché entre ses doigts gantés, tandis que Gabriel et lui retournaient vers Venhouse. Une corde de violon est un objet curieux à trouver sur une scène de crime, songea Poirot à voix haute, d'un pas lent et posé. Surtout quand l'un des résidents est un violoniste professionnel. Gabriel semblait visiblement gêné. C'était peut-être le mien. Les vieilles cordes cassent tout le temps. Barnes l'a peut-être jeté hors de ma chambre, mais pourquoi a-t-il fini au bord du lac? Poirot haussa un sourcil. Vous jetez les cordes cassées dans le jardin? Non, admit Gabriel. Mais peut-être que quelqu'un d'autre l'a fait. Juste comme ça. Poirot esquissa un léger sourire. Et pourtant, cette corde n'est pas vieille. Elle est fraîchement cassée. Voyez ici. L'effilochage est irrégulier, les extrémités encore tendues. Elle n'a pas été jetée négligemment il y a des jours. Gabriel ne dit rien. De retour à la maison, Florence de Witt les accueillit dans le hall d'un hochement de tête sombre. « L'inspecteur Bill est arrivé de Norminster, monsieur. Il est dans le bureau avec Lady Eugénia. » Poirot inclina la tête. « Rejoignons-le, s'il vous plaît. » Le bureau était bordé d'étagères remplies d'ouvrages poussiéreux sur la musique, le droit et des généalogies défraîchies. Lady Eugénia était assise avec l'air d'une matriarche aguerrie, ses yeux gris acier scrutant tout. Face à elle se tenait l'inspecteur Lionel Beale, un homme mince aux coudes pointus, au col serré et au regard qui suggérait qu'il croyait que tous les crimes étaient commis par quelqu'un dans la pièce. « Vous devez être le Belge », dit-il vivement lorsque Poirot entra. Poirot hocha la tête avec courtoisie. « Hercule Poirot, oui. »« Et vous êtes l'inspecteur envoyé de Norminster, je suppose ?»« En effet. J'ai lu vos exploits, très hauts en couleur. » Poirot ne mordit pas à l'hameçon. « Discutons des faits, inspecteur. Je crois que vous avez déjà examiné le corps. »« Oui. Le docteur Kelshaw a confirmé que le coup à la tête avait été infligé par un objet lourd et rond, probablement en métal, peut-être une pierre ou un presse-papier. Il manque quelque chose ? Aucune trace de vol. La victime avait encore sa montre, sa bague et une lettre dans la poche de son manteau. Une lettre ? Poirot haussa un sourcil. Bill sortit une page pliée de son carnet en cuir et la lui tendit. Poirot l'ouvrit avec précaution. Elle était écrite à la main d'une écriture rapide et quelque peu irrégulière. « Tu ne peux pas faire semblant éternellement. Si tu ne dis pas la vérité, je le ferai. Ce soir. » Il n'y avait ni nom ni signature. « Trouvé sur la victime ?» demanda Poirot. « Oui, dans sa poche intérieure. » Dame Eugénia remua légèrement sur son siège. « Le chantage ?» suggéra-t-elle d'un ton ironique. « C'est très à la mode dans le milieu criminel ces temps-ci. » Poirot l'observa. « Peut-être. Mais je soupçonne qu'il ne s'agit pas d'une exigence, mais d'une confrontation. » Gabriel, maintenant appuyé contre le cadre de la fenêtre, croisa les bras. Paul n'a jamais dit un mot sur le fait d'avoir reçu quelque chose comme ça. Avait-il des secrets ? Demanda Bill. L'expression de Gabriel se durcit. Tout le monde a des secrets. Je serai le juge de ceux qui sont pertinents, dit Bill vivement. Poirot s'éclaircit la gorge. Si je peux me permettre, où étiez-vous chacun au moment du meurtre ? Dame Eugénia renifla. Dans ma chambre, en train de lire. J'ai bu mon cognac peu après 10 heures. Je n'ai parlé à personne. Poirot se tourna vers Gabriel. Je suis resté au salon, dit Gabriel. Après que Lydia se soit retirée, j'ai répété encore une demi-heure. Florence est passée une fois. Oui, dit Poirot. Et Miss March. Je peux aller la chercher, proposa Florence. Elle est dans la salle de musique. Quelques instants plus tard, Lydia apparut, les cheveux coiffés avec précision, comme à son habitude, l'air calme. « Tu voulais me voir ?»
Poirot lui fit signe de s'asseoir. « Mademoiselle, pardonnez-moi, mais nous devons revenir en détail sur les événements d'hier soir, après le dîner. J'ai pris un café au salon. Gabriel a joué un peu. Puis je suis retourné dans ma chambre peu avant 11 heures. Je n'ai pas vu Paul après le dîner. Avez-vous eu connaissance de difficultés entre les frères ?» Lydia hésita. « Que des détails. À propos d'argent, de la maison, de la gestion des affaires, rien d'inhabituel. » Poirot pencha la tête. « Et les questions émotionnelles? Quelque chose de plus profond ?» Elle détourna le regard. Paul aimait les ragots, et il aimait sonder le monde. A-t-il sondé quelque chose de sensible, peut-être ? Je ne sais pas, dit-elle d'une voix hachée. Poirot se pencha en arrière. Très bien. Inspecteur Bill, je suppose que les lieux ont été fouillés. Nous avons des hommes sur place depuis l'aube, confirma Bill. Rien de suspect, si ce n'est l'évident. Pas d'arme du crime. Poirot fouilla dans son manteau et en sortit la corde du violon, maintenant soigneusement enveloppée dans un mouchoir en soie. J'ai trouvé ça près du corps. Bill l'examina avec un léger intérêt. Ça pourrait être rien. Ça pourrait être important. Ah, mais ce n'est jamais rien avec Poirot. Il sourit faiblement. Voyez-vous, une corde de violon parle, et celle-ci me dit qu'elle a été cassée à la hâte, et récemment. Dame Eugénia frappa violemment le sol avec sa canne. Devons-nous croire que quelqu'un l'a étranglée avec une corde de violon ? Non, madame. Cela ne correspondrait pas à la blessure, mais je crois que quelqu'un a apporté un violon, récemment refait, ou peut-être qu'il comptait utiliser la corde à d'autres fins. Bill haussa un sourcil. Tu crois que quelqu'un a utilisé la corde du violon comme garrot ? Poirot secoua la tête. Non. Je pense qu'il s'est brisé lors d'une bagarre, ou qu'il a servi à faire taire un bruit, peut-être à retenir quelque chose. Son rôle n'est pas encore clair, mais il est important. Cet après-midi-là, Poirot demanda une visite de l'étage supérieur. Florence le guida à travers la maison, lui montrant les pièces, les escaliers, les planchers grinçants. La chambre de Lydia était voisine de celle de Gabriel, séparée par un modeste couloir. La chambre de Paul, curieusement, se trouvait au fond de l'aile ouest, à l'écart du reste. Poirot se tenait sur le seuil de la porte de Paul, observant la pièce. Elle était propre, mais sans caractère. Des étagères remplies de registres, un globe terrestre, un jeu d'échecs intact. Mais c'est le bureau qui attira son regard. Il s'approcha et ouvrit lentement le tiroir. À l'intérieur se trouvait un stylo-plume, une enveloppe déchirée et un petit carnet relié en cuir. Poirot l'ouvrit. Nom, date, note sténographique. L'une d'elles ressortait particulièrement. G.C., 3 octobre. Il ne sait pas encore. Il fronça les sourcils. Derrière lui, Florence s'éclaircit la gorge. « Tout est en ordre, monsieur ?» Poirot se retourna. « Non, madame. Tout n'est pas dans l'ordre. Mais bientôt, avec de la patience, ce sera fait. » Il ferma le carnet et le glissa sous son bras. « Dis-moi, Florence, » demanda-t-il soudain. « Paul avait-il des visiteurs, des inconnus ? » Pas souvent. Mais la semaine dernière, oui. Un jeune homme, pas du coin. Il portait des gants, même à l'intérieur. Gants ? Oui. Cuir noir et une longue écharpe grise. Très pâle. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. Les yeux de Poirot brillèrent. A-t-il donné un nom ? Non, monsieur. Mais il appelait Paul cousin. Poirot sourit. Une petite chose intérieure. Merci, madame. C'est très intéressant. Chapitre 4. Cousin dans l'ombre. Le lendemain matin, frais et pâle, la brume s'abattait sur les jardins de Venhouse telle la fumée d'un feu mourant. À l'intérieur, le salon était inhabituellement silencieux. Ni violon, ni voix haute, ni même le tintement de la porcelaine du petit déjeuner ne troublèrent le calme. Hercule Poirot, assis dans un fauteuil à haut dossier près de la fenêtre, sirotait du chocolat dans une délicate tasse en porcelaine, le regard fixé non pas sur le paysage, mais sur le couvercle clos du piano, comme s'il attendait qu'il s'ouvre et se confesse.
Un léger coup à la porte précéda l'arrivée de l'inspecteur Beale, son bloc-notes déjà en main. « Je me suis renseigné, » dit-il sans le saluer. « Personne au village ne se souvient d'avoir vu un étranger entrer ou sortir la semaine dernière. Aucune auberge ne compte de personnes correspondant à la description de Florence. Aucun train n'a enregistré de personnes notables. » Poirot hocha la tête. Et pourtant, un jeune homme est arrivé. Pâle, ganté et portant une écharpe grise. Il a appelé la victime « cousine ». C'est un détail qu'on n'invente pas. Beale fronça les sourcils. Ça pourrait ne rien vouloir dire. Une amie avec un sens vestimentaire étrange. Non, mon ami, on n'invente pas la famille si elle ne nous sert pas. Beale s'assit lourdement. Tu penses que ce cousin est le meurtrier ? Je pense que ce cousin est Dance l'ombre de cette affaire. Et les ombres, inspecteur, racontent souvent mieux l'histoire que la lumière. On frappa à nouveau. Florence entra discrètement. « Lady Eugénia souhaite vous parler, monsieur Poirot. » En privé. Dame Eugénia était assise dans son salon privé, drapée dans un châle et imprégnée d'un parfum de santal. Le feu crépitait doucement derrière elle, et une boîte en jade sculptée était ouverte à côté d'elle sur la table, révélant des lettres soigneusement empilées, nouées d'un ruban bleu délavé. « Entrez, monsieur Poirot. » Il s'exécuta en s'inclinant légèrement. « Madame, vous m'avez convoqué ? Je l'ai fait, et pas parce que je crois au mélodrame, » dit-elle d'une voix sèche et posée. « Mais tu devrais savoir certaines choses avant de partir à la poursuite d'ombres et d'inconnus. Je suis toujours très reconnaissant pour l'illumination. » Elle désigna les lettres. « Ma défunte sœur, Clara, était la mère de Paul, avant d'épouser mon beau-frère. Un homme plutôt banal nommé Richard Venn. Elle avait eu d'autres fiançailles avec un homme nommé Hugo Winterbourne. » Poirot fronça légèrement les sourcils. « Je ne connais pas ce nom. »« Et toi non plus. Ce fut un scandale mineur. Clara a rompu en découvrant qu'Hugo avait eu un enfant hors mariage. Elle ne l'a jamais revu. L'enfant n'a jamais été reconnu. Mais il y a quelques années, j'ai commencé à soupçonner que l'enfant, devenu adulte, avait peut-être renoué avec Paul. Ah, et pourquoi ferait-il ça ? Parce que Paul avait un faible pour les secrets, et un faible encore plus grand pour réparer ce qu'il n'avait pas cassé. Je crois qu'il a retrouvé le garçon. Il l'a aidé. Peut-être même qu'il a écrit à ce sujet. » Poirot hocha légèrement la tête. « Alors, ce cousin inconnu pourrait être l'enfant illégitime d'Hugo Winterbourne, ce qui fait de lui le cousin de Paul par un fil. » Poirot s'avança. « Puis-je lire les lettres ?» Dame Eugénia hésita, un instant de grande retenue, avant de les lui passer. « Soyez prudente. Certaines blessures ne se referment jamais. » Poirot les lut attentivement. Elles étaient pleines des récriminations, des doutes et des regrets de Clara. Une lettre cependant se démarqua, datée d'il y a près de 30 ans. Je l'ai revu aujourd'hui. Hugo. Il jure que le garçon sera pris en charge, mais je ne le crois pas. Je crains que l'enfant ne grandisse dans la colère, sans amour, sans nom. J'ai laissé des instructions à mon notaire au cas où il viendrait chercher ce qui lui appartient. » Poirot plia doucement la lettre. « Est-ce que Paul est au courant de cela ? » Je pense qu'il l'a découvert. Il gardait une vieille boîte dans sa chambre, celle de Clara, et il se rendait plus souvent à Londres. Pour voir le garçon, ou pour enquêter sur lui. Paul aimait tout savoir. Poirot la remercia et quitta la pièce dans un silence pensif. Plus tard dans la journée, Poirot demanda à voir le contenu du tiroir verrouillé du bureau de Paul, que Gabriel, après quelques hésitations, ouvrit avec une petite clé en laiton. À l'intérieur, Poirot trouva un dossier avec des pages, soigneusement tapées, héritage et illégitimité, notes sur la lignée d'Hugo Winterbourne. Il y avait des actes de naissance, des adresses et une photographie. On y voyait un jeune homme au visage pâle, debout devant une librairie de Clerkenwell, griffonné au dos de la main de Paul, Timothy Winterbourne. Nom de famille changé en Wells en 1927. Employé chez Alcott & Sons, Camden. Poirot fixe le nom. « Tu le connais »
demanda Gabriel. Non, mais j'en ai l'intention. Poirot glissa la photo dans sa poche. Je dois faire un petit voyage. Poirot revint ce soir-là juste avant le dîner, trempé par une averse inattendue, mais arborant l'expression satisfaite d'un homme qui avait trouvé le coin d'une pièce manquante du puzzle. Dans le salon, Lydia Marsh jouait un prélude silencieux, ses doigts dansant avec une grâce mécanique. Poirot s'arrêta devant elle. « Mademoiselle, dit-il doucement, vous connaissiez Timothy Winterbourne, n'est-ce pas ?» Ses mains tremblaient. « Non, dit-elle trop vite. » Poirot s'approcha. « Un jeune homme à la peau pâle et aux gants. Il a rendu visite à Paul. Je crois que vous lui avez parlé aussi. » Lydia se leva, les yeux plissés. « C'est absurde. Vraiment, c'est le demi-cousin de Paul Venn. Et d'après les archives, il travaillait dans la même maison d'édition où toi, j'ai déjà soumis des critiques musicales sous mon nom de jeune fille. » Elle tressaillit. Je me demandais pourquoi Paul avait une copie de le registre musical avec un article entouré. Votre article, signé L.M. Hathaway. Vous et Timothy Winterbourne étiez proches, autrefois. Lydia ne dit rien. Paul a-t-il désapprouvé ? Oui, dit-elle finalement. Il pensait que Timothy essayait de manipuler la famille. Il disait qu'il était émotionnellement instable, qu'on se servait de moi. Et toi, tu l'étais ? Non. Mais Timothy, il était intense. Il est venu ici sans y être invité une fois, il y a un mois. Je lui ai dit de ne plus revenir. Il était furieux. Est-ce que Paul l'a confronté après ça ? Elle hésita. Je crois. J'ai entendu Paul au téléphone il y a une semaine. Il a dit « Si tu t'approches encore de cette maison, j'appelle la police. » Poirot hocha lentement la tête. « Merci, mademoiselle. Cela m'aide énormément. » Ce soir-là, après que tout le monde fut couché, Poirot était assis seul dans le bureau, les yeux fixés sur le feu. Une corde de violon reposait sur la table à côté de lui. La photo de Timothy Wells s'était posée à côté, sèche et nette. Il se pencha en avant, les doigts joints. « Le cousin est venu réclamer quelque chose, » murmura-t-il, et Paul en connaissait le prix. Du hall parvint un bruit de pas, puis un léger coup à la porte. Florence jeta un coup d'œil. « J'ai pensé que vous voudriez savoir qu'un télégramme est arrivé, de la police de Camden. » Poirot l'ouvrit. « Timothy Wells a disparu depuis jeudi. Il a quitté son emploi sans préavis. Son logement est abandonné. Des voisins rapportent avoir entendu des cris mardi soir dernier. » Inspecteur Hargrove Poirot plia le télégramme, les yeux plissés. « Mardi, murmura-t-il, la veille du meurtre. » Il se leva, lentement. « Ah, Timothy, le cousin qui est arrivé trop tard, ou peut-être juste à temps. » Chapitre 5. L'invité disparu. Le matin arriva à Venhouse tel un invité timide, gris, réticent, étouffé par le silence. L'air était chargé d'une odeur de fumée de bois et de la légère humidité perpétuelle du lac. Malgré le calme extérieur, les occupants du manoir évoluaient dans les couloirs avec une tension sourde, tels des acteurs pris au piège dans une mauvaise pièce. Hercule Poirot descendit l'escalier, impeccablement vêtu, la moustache brillante, impeccablement plie. Il portait sous un bras un dossier, et sous l'autre un petit carnet noir dont la couverture était étroitement enveloppée d'un élastique. Gabriel Courtland était déjà assis à la table du petit déjeuner, feuilletant un journal avec l'impatience délibérée de quelqu'un qui fait semblant de lire. « J'espère que tu as bien dormi ?» demanda Gabriel sans lever les yeux. « Parfaitement, merci, » dit Poirot en se glissant sur le siège en face de lui. « Même si, je l'avoue, je trouve le silence dans cette maison plus fort que la musique. » Gabriel plia le journal et le posa. « Nous sommes tous un peu secoués. » Poirot tapota du doigt le carnet noir. « Dites-moi, monsieur Courtland, connaissez-vous un homme nommé Timothy Wells ?» L'expression de Gabriel ne changea pas, mais le silence qui suivit dura un peu trop longtemps. « Non, dit-il. Pourquoi demandes-tu cela ?» Poirot sourit doucement. « Parce que ton frère, oui. Très bien, je crois. Il avait des archives, des documents,
et même une photo, cachée dans son bureau. Ce même bureau que tu m'as ouvert hier. Si Paul avait l'habitude de collectionner des relations étranges, c'était sa prérogative. Il a peut-être accumulé plus que des relations, monsieur. Il a peut-être accumulé des ennemis. Avant que Gabriel puisse répondre, Lydia entra, vêtue simplement d'une robe en laine bleu pâle. Ses yeux étaient cernés de fatigue. « Bonjour », dit-elle avec une sincérité forcée qui ne trompa aucun des deux hommes. « Ah, mademoiselle », dit Poirot en se levant courtoisement, « venez nous rejoindre. J'ai quelques sujets à aborder. Avec vous deux. » Gabriel lui versa son café. Lydia s'assit. « Voyez-vous, » commença Poirot, « je me fais une idée des derniers jours de Paul Venn. Mais il y a un fossé, un décalage entre ce qu'il a découvert et ce qu'il entendait faire. » Gabriel remua son thé. « Tu crois que quelqu'un l'a fait taire ? » « Je pense que quelqu'un craignait d'être démasqué, et je pense que Paul avait finalement décidé d'agir. » Il ouvrit le carnet et le leur tourna. « C'est la sténographie personnelle de Paul. Ça m'a pris du temps, mais grâce aux lettres de votre défunte mère, j'ai réussi à déchiffrer suffisamment de choses. » Il tapota la page. « GC. Je ne sais pas encore. J'attends que Lydia choisisse. » Gabriel fronça les sourcils. « GC. Gabriel Courtland, » dit simplement Poirot. Lydia inspira brusquement. Gabriel se leva brusquement. « C'est ridicule. »« S'il vous plaît, monsieur, » dit Poirot d'une main calme. « Laissez-moi terminer. » Il a tourné la page. TW est revenu. Il dit qu'il veut affronter GC et LM. Il dit qu'ils étaient au courant depuis le début. Il pense que je les protège. Ce n'est pas le cas. Mais Lydia, elle savait. Le visage de Lydia était devenu pâle. « Je n'ai rien dit, » dit-elle d'une voix faible. « Je le jure. » Poirot se tourna doucement vers elle. « Mais tu connaissais Timothy. Tu l'as aimé autrefois. Et tu savais que Gabriel ne l'accepterait jamais, ni comme membre de la famille, ni comme prétendant. » Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent. « Quelle est cette insinuation ?» Poirot s'avança. « Paul allait vous le dire. À vous tous. Il avait trouvé le garçon dont Clara avait parlé. Timothy. Il avait découvert que Timothy avait un droit, pas seulement sur le nom Venn, mais sur une partie de la succession. Une clause tacite du testament de Clara autorisait une fiducie, activée uniquement si l'enfant se manifestait. Paul s'apprêtait à la respecter. Lydia murmura. « Je ne savais pas pour cette clause. » « Non, » répondit Poirot. « Mais Paul, oui, et c'est pourquoi il est devenu distant, pourquoi il a commencé à parler d'héritage, et pourquoi il a demandé à Florence de faire venir son notaire la veille de sa mort. » La voix de Gabriel était tendue. « Alors maintenant je suis suspect parce que Paul voulait donner la moitié de la succession à un cousin bâtard ? » « Pas un salaud, monsieur, » corrigea doucement Poirot. « Un homme avec du sang dans les veines et des questions sur la langue. Des questions qui ont pu effrayer quelqu'un. » Il se tourna vers Lydia. « Quand as-tu vu Timothy pour la dernière fois ?» Elle hésita. « La semaine dernière. Il est venu au bord du jardin. Je l'ai vu de la fenêtre de la salle de musique. Je ne lui ai pas parlé. »« Tu aurais dû, » dit Poirot. « Parce qu'il a peut-être assisté à la mort de Paul. Ou pire, il est peut-être mort lui-même. » Lydia haleta. Poirot déposa un télégramme sur la table. La police de Camden confirme la disparition de Timothy Wells depuis mardi. Logement perturbé. Aucune observation. Inspecteur Hargrove Gabriel parut stupéfait. « Tu crois que celui qui a tué Paul a aussi tué Timothée ?»« Je crois, » dit doucement Poirot, « que Timothy a été vu, et je crois qu'il a essayé de s'enfuir. » On frappa soudain à la porte. Florence entra, l'air pressé. « Monsieur Poirot. » « Il y a un monsieur à la grille. Il refuse de donner son nom. Il dit qu'il était attendu. » Poirot se leva aussitôt. « Grand, pâle, avec des gants ?»« Oui. » Poirot échangea un regard avec Lydia et Gabriel avant de se diriger vers le hall. L'homme à la porte était décharné, les yeux enfoncés dans la fatigue. Son écharpe grise était trempée et ses mains tremblaient malgré ses gants. « Timothy Wells, » dit Poirot. «
L'homme hocha la tête. « Vous êtes l'inspecteur » ? « Je le suis. Tu es en sécurité maintenant. » Wells entra, la voix basse et rauque. « Je ne l'ai pas tué. » « Mais j'ai vu qui l'a fait. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Dis-moi. Je suis venu ce soir-là pour affronter Paul. Il marchait près du lac. On s'est disputé. Il a dit qu'il ne me laisserait pas ruiner la famille, que je n'étais pas prête. Je suis parti. Tu as vu quelqu'un d'autre ?» Timothy hocha lentement la tête. « J'étais à mi-chemin quand j'ai entendu des cris. Je me suis retourné. Quelqu'un est sorti des arbres. Il l'a frappé, violemment. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Qui ?» Timothy déglutit difficilement. « Je ne voyais pas le visage. Mais j'ai vu le manteau, les gants. » Il a pointé lentement du doigt. « À lui, » a-t-il déclaré. Et à ce moment-là, Gabriel Courtland, qui était entré tranquillement dans le couloir derrière eux, se figea. La voix de Poirot était presque douce. « Gabriel, as-tu quelque chose à nous dire ?» Gabriel ne dit rien. Il se contenta de fixer du regard, les yeux écarquillés, la mâchoire crispée. Le violoniste qui avait maîtrisé le silence venait de jouer sa première fausse note. Chapitre 6. Dissonance dans l'obscurité. L'espace d'un instant, le couloir de Venhouse resta totalement silencieux, si silencieux que le tic-tac de l'horloge comtoise parut anormalement fort. Timothy Wells se tenait pâle et tremblant près de la porte, les mains gantées serrées contre lui. Gabriel Courtland, à quelques pas derrière lui, ressemblait plus à une statue qu'à un homme, figé sur place, les lèvres légèrement entr'ouvertes, le regard indéchiffrable. Poirot rompit le silence. « Gabriel, » dit-il doucement, « entre. Tu es parmi des amis, n'est-ce pas ?» Gabriel ne bougea pas. Son regard passa de Poirot à Lydia, qui était sortie dans le couloir, l'air bouleversé. « Est-ce un piège ?» demanda-t-il à voix basse. « Une manœuvre habile pour obtenir des aveux ?» Timothy prit une inspiration tremblante. « Tu portais des gants. » Un manteau sombre. « Tu l'as frappé, par derrière. Je l'ai vu. » Les narines de Gabriel se dilatèrent. « Je n'ai jamais touché Paul. Tu tenais quelque chose de métallique. Ça a brillé avant que tu ne le frappes. C'est un mensonge. » Poirot leva la main. « Assez. Ne nous accusons plus comme des enfants. Revenons aux faits. » Bill sortit du bureau à ce moment-là, ayant entendu le vacarme. « Est-ce le cousin ?» demanda-t-il à Poirot en désignant Timothy. « Oui. Et il prétend avoir été témoin du meurtre de Paul Venn. » Bill se raidit. « Il nous faudra une déclaration officielle. »« Bien sûr, » dit Poirot. « Mais je suggère que nous nous asseyions tous d'abord, dans le salon, et que nous calmions les esprits avant qu'ils ne causent davantage de tort. » La maisonnée se rassembla de nouveau dans le salon. Gabriel était assis dans le fauteuil le plus éloigné, les jambes croisées, le visage impassible. Lydia était perchée près de la cheminée, les mains sur les genoux. Timothy restait près de la porte, hésitant à s'avancer. Bill s'assit au bureau et ouvrit son carnet. Poirot, comme toujours, resta debout, arpentant la pièce avec une élégante lenteur. Poirot s'adressa à la salle. « Il y a quelque chose d'anormal dans ce crime, » commença-t-il. « Un homme a tué discrètement dans un vaste jardin, sans laisser d'armes ni de traces de pas dans le sol. Cela me fait penser à un tueur qui connaissait bien les lieux et qui était prudent. » Et il se tourna vers Gabriel. « Tu connais cette propriété mieux que quiconque. Tu t'y promènes souvent la nuit. » Gabriel fixait le feu. « Paul aussi. » « C'est vrai. Mais Paul n'avait aucune raison de se cacher. » Bill l'interrompit. « Vous avez dit que le tueur avait utilisé un objet en métal. De quel type ?» Timothy prit la parole, la voix plus assurée. Ça avait l'air rond. « Une pipe, peut-être, ou un chandelier. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Un objet lourd et contondant. J'ai fouillé le jardin moi-même. Il n'y avait aucun objet de ce genre dehors. » Il se retourna lentement. « À moins qu'on ne l'ait apporté là. » Bill hocha la tête, ce qui signifierait préméditation. Exactement. Poirot s'approcha de la cheminée. Examinons le mobile.
Qui avait intérêt à la mort de Paul? Dame Eugénia, restée silencieuse jusqu'à présent, prit enfin la parole. Vous connaissez la réponse. Nous la connaissons tous. Poirot se tourna vers elle. Éclairez-nous, madame. Elle inclina le menton. Gabriel hérite de tout. Paul n'avait pas d'héritier. Si Paul avait légitimé le cousin, la part de Gabriel aurait été diminuée. Son autorité compromise. Gabriel se leva brusquement. « Tu crois que l'argent m'intéresse ?» Poirot pencha la tête. « N'est-ce pas? J'ai vécu sans. J'ai gagné mon nom grâce à la musique, pas par héritage. C'est Paul qui s'est toujours soucié des titres et des lignées. » Lydia leva les yeux. « Mais vous vous êtes disputé à propos de la succession, n'est-ce pas? Le mois dernier ?»« Bien sûr que oui, » rétorqua Gabriel. Il voulait diviser Venhouse, en vendre une partie pour financer un projet caritatif à Londres. J'ai refusé. Ça ne fait pas de moi un tueur. Poirot s'avança. Revenons à un point important, la corde du violon. Gabriel se figea. Je l'ai trouvé près du corps, poursuivit Poirot, fraîchement cassé. Je l'ai fait tester ce matin par un fabricant local à Norminster. Il provenait d'un jeu très spécifique, un rare jeu de boyaux italiens vintage, réservé aux professionnels. Seuls 2 jeux de ce type ont été vendus l'année dernière dans ce comté. L'un d'eux, à vous, monsieur Courtland. Gabriel ne dit rien. Poirot insista. Vous avez fait refaire vos cordes de violon il y a 3 semaines, n'est-ce pas? Oui. Et tu as joué le soir de la mort de Paul? Gabriel hocha la tête. J'ai répété pendant près d'1 heure. Lydia m'a entendu. Poirot se tourna vers Lydia. A-t-il joué avec toute la puissance de ses cordes? Les 4 cordes intactes? Lydia hésita. Je ne sais pas. Je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Poirot sourit tristement. C'est là toute l'ingéniosité du crime. Gabriel jouait sur un violon cassé. Des halètements résonnèrent. Poirot poursuivit. Il a brisé une ficelle avant de commettre son crime, et s'en est servi, non pas comme d'une arme, mais pour lier quelque chose, pour faire taire quelque chose, ou quelqu'un. Et une fois l'acte accompli, il l'a laissé tomber, la croyant intraçable. La voix de Gabriel était un murmure. Ça ne prouve rien. La voix de Timothée s'éleva. Il l'a frappé. Je l'ai vu. Bill se pencha en avant. Que faisais-tu là, Wells? Je suis venu parler à Paul, pour lui demander de ne rien dire à Gabriel. Il a dit que c'était trop tard, qu'il allait officialiser la fiducie. Je suis parti. Puis j'ai vu ce qui s'est passé. Poirot hocha la tête. Et puis, tu t'es enfui. J'ai paniqué. Je pensais qu'on me le reprocherait. Poirot se tourna vers Gabriel. Monsieur, le filet se resserre. Votre musique est peut-être exquise, mais vos mensonges sont dissonants. Pourquoi ne pas terminer le spectacle maintenant? La mâchoire de Gabriel se serra. Non. Poirot s'approcha. Tu étais jaloux. Paul prévoyait non seulement de donner ton héritage, mais aussi de protéger Timothée, que Lydia aimait autrefois. Tu craignais d'être détrôné. Non pas par l'argent, mais par la vérité. Non. Poirot se pencha. Tu l'as frappé. Tu as traîné le corps. Tu t'es débarrassé de l'arme. Et tu es rentré et tu as joué de ton violon cassé. La poitrine de Gabriel se soulevait et s'abaissait, rythmée par des respirations courtes et superficielles. Puis, à voix basse, il dit « Je ne voulais pas le tuer. » Lydia haleta. Gabriel s'affala sur sa chaise, se couvrant le visage. « Je voulais juste l'arrêter. » Le retarder. Je suis allé le raisonner. Il a refusé de m'écouter. Il m'a traité de lâche. Il a dit que maman aurait eu honte de moi. J'avais un poids d'accordage. Je le garde dans ma poche. Quand je m'entraîne dehors, je me suis déchaîné. Une fois. Le silence envahit la pièce. Poirot recula. La vérité chante toujours, monsieur, même quand on essaie de la noyer. Bill se leva. Gabriel Courtland, je vous mets en état d'arrestation pour le meurtre de Paul Venn. Ce soir-là, Poirot était assis dans la salle de musique, seul avec Lydia. Dehors, le vent agitait les arbres. À l'intérieur, les touches du piano étaient immobiles. « Je n'ai jamais su, » murmura Lydia, « à quel point il était en colère. » Poirot sirota sa tisane. «
La colère, mademoiselle, c'est comme un violon laissé au soleil, beau à l'extérieur, mais déformé à l'intérieur. Elle se tourna vers lui. Qu'arrivera-t-il à Timothy? Il a des droits, et maintenant plus personne ne s'y oppose. Est-ce qu'il restera? Poirot sourit. Peut-être. S'il est sage, il fera la paix avec le passé et n'essaiera pas de composer de la musique à partir de ses échos. Elle hocha lentement la tête, et quelque part, dans les bois lointains, parvint le chant des oiseaux, et rien d'autre. La musique s'était arrêtée, mais le silence, maintenant, était honnête. Chapitre 7. Note non jouée. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Gabrielle Courtland, et Venhouse ne ressemblait plus à la grande chambre d'écho qu'elle avait été autrefois. Les couloirs semblaient creux. Les pièces, autrefois résonnantes du bruit des répétitions, des pas et des conversations âpres, chuchotaient désormais dans un silence solennel. La police était partie. Les journalistes étaient allés et venus. L'odeur du vieux bois et des fleurs fanées flottait dans l'air. Hercule Poirot est resté, non par nécessité, mais par choix. Il restait encore des pièces à assembler dans le puzzle des émotions, de la famille et du silence. Pour Poirot, résoudre le crime ne suffisait pas. Il devait comprendre l'histoire. Il était tard dans la matinée lorsque Florence de Witt le trouva dans la petite bibliothèque, en train d'examiner une photographie encadrée d'argent. Elle représentait Clara Courtland, la mère de Paul et Gabrielle, dans sa jeunesse, assise près d'un piano à queue, ses doigts reposant gracieusement sur les touches d'ivoire. Elle était belle, n'est-ce pas? Dit doucement Florence. Poirot hocha la tête sans se retourner. Oui. Et triste, je trouve. Florence entra et referma la porte derrière elle. Plus que ce que les gens pensaient. Elle n'a plus jamais été la même après son mariage avec Richard Venn. Ce n'était pas un mariage d'amour. Poirot se retourna. Et Gabrielle? Il l'adorait, mais il lui ressemblait trop. Toujours en quête d'excellence, toujours effrayé par la médiocrité. Poirot posa la photo. Savait-il pour Timothée? Florence hésita. Il se doutait de quelque chose. Je crois que Paul lui en a dit juste assez pour le provoquer. Paul voulait forcer Gabrielle à sentir quelque chose. Il croyait que Gabrielle avait refroidi. Mécanique. Poirot haussa un sourcil. Et lui? Florence haussa les épaules. Il pouvait être cruel. Mais il n'était pas méchant, monsieur. Il n'avait rien prévu. Poirot resta silencieux un instant. Puis il dit « C'est ce que je crains que le jury ne voie pas. » Elle hocha la tête, puis ajouta « Il y a autre chose. J'ai trouvé ça hier, glissé derrière la commode de la chambre de Paul. » Elle lui tendit une enveloppe scellée, jaunie mais non ouverte. L'écriture était incontestablement celle de Paul. À ouvrir seulement si je meurs de façon inattendue. Poirot haussa les 2 sourcils. « Je ne savais pas si je devais le lire, » a déclaré Florence. « Non, madame. » M'ai-je volonté? Dans l'intimité de sa chambre, Poirot ouvrit la lettre avec précaution. À l'intérieur se trouvait une simple feuille, soigneusement pliée, l'écriture ferme et posée. Si vous lisez ceci, cela signifie que je suis mort, et pas de manière naturelle. Il y a quelqu'un qui souhaite taire le passé, qui croit qu'en enterrant la vérité, on préservera la dignité. Cette personne est probablement Gabriel. Je ne dis pas cela par haine, mais par chagrin. Il a toujours résisté au changement, à la vérité émotionnelle. Il considère l'héritage comme une identité. Je crois qu'il pourrait commettre un acte s'il était poussé trop loin. S'il vous plaît, retrouvez et protégez Timothy Wells. Il est irréprochable. Il fait partie de la famille. Paul Venn Poirot se rassit. La lettre n'accusait pas avec venin. Elle pleurait avec prévoyance. Plus tard dans la journée, il trouva Lydia dans la véranda, arrosant doucement une seule orchidée pâle, la seule plante qui avait survécu au gel. « Tu étais très proche de Paul, » dit-il doucement. Lydia leva les yeux. « Il a été gentil avec moi. Il m'a écouté. Il a aussi vu ce que tu ignorais.
dit Poirot. Ton cœur portait encore le poids d'un autre. Elle ne l'a pas nié. Timothée. Oui, je n'ai jamais cessé de tenir à lui. Mais quand Paul m'a mis en garde, quand Gabriel l'a regardé comme une tâche, j'ai reculé. Poirot s'assit à côté d'elle. C'est difficile d'aimer quelqu'un que le monde refuse de reconnaître. Mais maintenant, la vérité a enfin trouvé son espace. Que vas-tu faire ? Elle resta silencieuse un long moment, puis dit « J'ai écrit à Timothy ce matin. Je lui ai demandé s'il pouvait me retrouver à Londres. Discrètement, sans pression. » Poirot smiled. « Très bien. » Elle le regarda avec curiosité. « Tu restes une nuit de plus, n'est-ce pas ? » « Je suis. » « Pourquoi ?» L'expression de Poirot était indéchiffrable. « Parce que je crois que Paul a laissé un dernier mystère, et il n'est pas caché dans les pièces ou les lettres, mais dans la musique. » Ce soir-là, Poirot entra dans la salle de musique, désormais silencieuse. Il passa devant le piano à queue, puis devant les étagères, et se dirigea vers le coin où Gabriel avait toujours placé son pupitre. Il posa un petit magnétophone qu'il avait sorti de ses bagages. À l'intérieur se trouvait une bobine que Paul avait envoyée à un ami à Paris, un enregistrement de sa dernière répétition privée. Cet ami pianiste l'avait transmis à Poirot après avoir appris la nouvelle. Poirot appuya sur « Play ». La salle s'est remplie de la voix de Paul présentant la pièce « Tzigane de Ravel, version de répétition, à jouer demain ». Puis la musique commença, vive, complexe, brûlante par moments. Poirot écoutait attentivement. À la 6e minute, il y eut un faible bruit derrière le violon. Un cliquet, puis un autre, comme des pas sur du gravier. Poirot mit la bande sur pause, rembobina, réécouta. Il ferme les yeux. Ce n'était pas du gravier, c'était le chemin de pierre derrière le lac. Il ouvrit les yeux et sourit. « Merci, monsieur Venn, » murmura-t-il. « Vous nous avez laissé votre alibi. » Dans la mélodie. Le lendemain matin, Poirot convoqua Bill. « La peine de Gabriel pourrait être reconsidérée, » a-t-il déclaré. Bill fronça les sourcils. « Tu es sérieux ?»« Mais oui. L'enregistrement prouve que Paul était vivant à 22h45 et qu'il était seul. Gabriel était dans le salon, en train de répéter, fenêtre fermée, mais le micro captait les bruits extérieurs. Bill le fixa du regard. « Alors quelqu'un d'autre ?» Poirot hocha la tête. « Oui. Je crois que quelqu'un d'autre a porté le coup fatal. Et Gabriel l'a simplement retrouvé. » Le véritable meurtrier a été découvert une semaine plus tard. Barnes, le jardinier. Calme. Licencié 2 fois pour vol. Récemment endetté. Pris en flagrant délit de vente d'un poids d'accordage ancien correspondant à la blessure. Ce n'était pas personnel, c'était plutôt pratique. Et Gabriel, trouvant le corps de Paul et craignant les soupçons, avait caché l'arme, craignant que personne ne croie à son innocence. Ce faisant, il avait scellé sa propre culpabilité. Lorsque Poirot l'a informé en prison, Gabriel a pleuré. C'était la première musique qu'il composait depuis des années. Chapitre 8. Le dernier accord. L'automne s'intensifiait autour de Venn House, recouvrant le terrain de cuivre et d'ocre. Les arbres se dressaient nus, tels les témoins silencieux d'un crime dont les notes avaient été dispersées, jouées dans la mauvaise tonalité, puis réécrites par la vérité. Les villageois de l'Arcoude, qui 15 jours auparavant seulement murmuraient qu'une famille avait été maudite par le meurtre, échangeaient maintenant des rumeurs différentes. Comment Hercule Poirot avait démêlé l'histoire avec rien d'autre que de la patience, de la psychologie et un sens aigu des nuances. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère avait de nouveau changé. L'atmosphère n'était plus oppressante, mais empreinte d'un calme mélancolique, celui qui suit une tempête, non pas avec soulagement, mais avec réflexion. Gabriel Courtland avait été libéré 2 jours plus tôt. Bien qu'absous également, les dommages causés à sa fierté et à sa personnalité étaient plus difficiles à réparer. Il arpentait les couloirs comme un homme portant des menottes invisibles. Poirot,
resté à la maison malgré son absence d'obligation, savait que de telles blessures ne guérissaient qu'avec une grande délicatesse. Et peut-être, grâce au petit coup de pouce d'un ami. Ce coup de pouce est arrivé un jeudi matin calme. Dans le salon, le piano à queue était intact, son couvercle légèrement entr'ouvert. L'étui à violon avait été retiré de l'étagère, mais laissé fermé sur la table d'appoint. Gabriel se tenait devant, les bras croisés, comme s'il se demandait s'il avait encore le droit de faire de la musique. Poirot entra sans un mot et se tint à côté de lui. « Je ne peux plus jouer », dit Gabriel d'un ton neutre, les yeux rivés sur l'étui. « Plus maintenant. »« Mais non, monsieur, » répondit doucement Poirot. « Ce n'est pas que vous ne le puissiez pas, c'est que vous craignez le bruit que cela fera. » Gabriel n'a pas répondu. Poirot poursuivit. « Tu craignais le jugement. Alors tu as choisi le silence, même face à l'innocence. C'était là ton véritable crime. » Gabriel laissa échapper un soupir sec, presque un rire. « Tu es très doué pour ça. C'est mon métier. » Poirot sourit faiblement. « Mais dites-moi, pourquoi avez-vous caché l'arme ?» Gabriel détourna le regard. « Parce que j'ai vu le corps, et j'ai su. Je savais que personne ne croirait que je n'avais rien fait. Je me suis disputé avec lui. Je le détestais, parfois. Et c'était moi qui avais le mobile, non ? Oui, mais il y avait plus. » Gabriel hésita. « Je crois que je voulais qu'il soit coupable aussi. Paul. Coupable d'avoir forcé les choses, d'avoir insisté, de s'être tellement attaché aux lignées et aux cousins disparus qu'il a oublié ce que nous avions déjà. » Poirot pose une main légère sur son épaule. « Alors peut-être devrais-tu faire de la musique, non pas pour le pardon, mais pour la mémoire. » Gabriel baissa les yeux vers l'étui à violon. Pendant ce temps, Lydia Marsh se tenait dans la roseraie, ou ce qu'il en restait. Les fleurs étaient fanées, les vignes s'enroulaient, serrées comme des nœuds. Elle tenait une lettre pliée dans une main. Timothy Wells était rentré à Londres le lendemain de la libération de Gabriel, promettant de revenir une fois les affaires réglées. Son absence n'était ni froide ni distante. C'était un espace, accordé avec sagesse. La lettre qu'elle tenait était sa réponse à la sienne. Elle le relut pour la 5e fois. « Lydie, tu as toujours été le calme au milieu du chaos. J'avais peur de détruire ce que tu avais créé, une place parmi la musique, parmi l'héritage. Mais si tu le veux, j'essaierai moi aussi de construire quelque chose de petit, mais de concreto. Retrouvez-moi à Clerkenwell, mardi, au café en face d'Alcott et Fils. » Une douce brise faisait bruisser les pétales séchés, et Lydia serra la lettre contre sa poitrine. Il y avait quelque chose de poétique, pensa-t-elle, dans un jardin qui refleurissait, même après une saison difficile. Cet après-midi-là, Poirot rejoignit Florence dans la cuisine. Elle épluchait des pommes pour une tarte en fredonnant doucement. « J'ai décidé, » a-t-il annoncé, « de partir demain. » Elle leva les yeux. « Tu es sûr ?»« Ouais, les travaux sont terminés. » Elle hocha la tête. « Ce sera étrange sans toi. » Poirot sourit. « Je soupçonne que cette maison retrouvera bientôt son propre rythme. Un rythme honnête. » Elle se saupoudra les mains de farine. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« Toujours. »« Tu as toujours su que ce n'était pas Gabriel ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « Non. Mais j'ai toujours su qu'il cachait quelque chose. L'homme qui joue du violon comme d'une confession. Il ne peut commettre un meurtre sans laisser derrière lui une dissonance. » Ce soir-là, alors que le crépuscule se fondait dans le soir, une surprise silencieuse attendait Poirot dans le salon. Le couvercle du piano avait été soulevé. L'étui du violon s'est ouvert. Et Gabriel Courtland, les yeux fermés, se tenait sous la lampe dorée, son arc levé. La première note était hésitante, un murmure. Le deuxième, plus riche. Et puis, lentement, il a joué les premières mesures de la pièce de Ravel, Tzigane. Mais c'était différent maintenant, moins parfait, plus humain. Il y avait un tremblement dans le son, une cassure, comme une voix essayant de retenir ses larmes. Poirot se tenait sur le seuil,
et observait en silence. Il n'applaudissait pas, il n'interrompait pas, il a simplement écouté. Lorsque Gabriel atteignit la note finale, une finale douce, amère et enivrante, il ouvrit les yeux. Ils trouvèrent ceux de Poirot. « Je pense que c'est le meilleur morceau que j'ai jamais joué, » dit-il doucement. Poirot s'inclina. Ce n'était pas parfait, mais c'était vrai. Gabriel sourit, un vrai petit sourire. « Je suppose, » dit-il en baissant son archet, « que c'est à cela que sert la musique. »« En effet, monsieur, » dit Poirot, « pour exprimer ce que le cœur est trop fier pour dire. » Alors que Poirot se préparait à partir le lendemain matin, ses bagages emballés et sa moustache épilée à la perfection, Lady Eugénia s'approcha de lui dans le hall d'entrée. « Alors tu y vas ?»« Oui. » Elle hésita. « Tu as toute ma gratitude, même si tu as bouleversé toute notre famille. » Poirot inclina la tête. « C'est toujours mieux, madame, quand la vérité joue le dernier rôle. » Elle ne dit rien, mais ses yeux s'adoucirent. Poirot s'avança dans l'air frais du matin, et derrière lui, tandis que la porte se fermait doucement, retentit le son lointain d'un violon, cette fois sans interruption. Chapitre 9. Écho dans le grenier. Ce n'est que lorsque le taxi d'Hercule Poirot atteignit le bout de la longue allée bordée d'arbres qui menait à Venn House qu'il réalisa qu'il avait laissé quelque chose derrière lui. Ni une valise, ni une écharpe. Non, jamais ça. Poirot était fier de faire ses bagages méticuleusement et de vérifier 3 fois les départs. Ce qu'il avait laissé derrière lui était une question qui lui murmurait depuis le premier soir, subtile et irrésolue, comme une harmonie irrésolue à la fin d'une phrase musicale. Il a tapoté le toit de la cabine. « Arrêtez, s'il vous plaît. » Le conducteur parut perplexe dans le rétroviseur, mais obtempéra. Poirot se pencha en avant. « Je dois rentrer à la maison. Juste 5 minutes, je vous assure. » Sur ce, il sortit et marcha d'un pas vif, non délibérément, retour à travers la brume matinale vers l'entrée latérale. Florence, qui venait d'ouvrir la porte de la cuisine pour les livraisons, faillit laisser tomber un panier de pommes de terre, surprise. « Monsieur Poirot !»« Je croyais que vous étiez parti. »« Oui, madame, mais la maison m'a rappelé. Puis-je » Elle s'écarta, perplexe, et Poirot reprit les couloirs familiers. Il monta l'escalier non pas vers les chambres, mais vers le 3e étage, le grenier inutilisé, où s'attardaient à parts égales malles et poussières. Gabriel l'avait déjà mentionné en passant. Paul aimait cacher des choses, partitions, programmes, bêtises de son enfance. Il gardait tout ça au grenier. La porte s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, le grenier sentait la naphtaline, le papier et le cirage. Le soleil de l'après-midi filtrait faiblement par une petite fenêtre à pignon. De vieilles malles de bateau étaient alignées, étiquetées à l'encre délavée. Poirot examina les étiquettes jusqu'à ce que l'une d'elles attire son attention. PV. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des programmes de récital, des pages de partitions manuscrites et une liasse de carnets noués avec de la ficelle rouge. Poirot dénoua le nœud et commença à les feuilleter. La plupart étaient la banale, des notes d'entraînement, des plannings, mais l'un d'eux était différent, un journal noir uni, portant le titre. Des vérités trop fortes pour être diffusées, griffonnées sur la première page. Le regard de Poirot s'aiguisa. À l'intérieur se trouvaient des entrées écrites de la main de Paul Venn, datées seulement de quelques semaines avant sa mort. J'ai confronté Gabriel. Je lui ai parlé de Timothy. Il est entré en colère. Il a dit qu'il ne partagerait pas la maison avec un menteur. Il m'a accusé de trahir le sang par sentiment. Lydia ne dit rien. Je crois qu'elle a peur de la vérité, peur de ce qu'elle veut. Timothy n'est pas comme nous. Il n'a aucun goût pour le pouvoir, aucune soif d'approbation. Il est juste, authentique. Je vais arranger les choses, même si ça doit tout détruire. Poirot tourna la page jusqu'à la dernière page. Gabriel joue comme un dieu, mais vit comme un fantôme.
Peut-être, si c'est la fin, quelqu'un entendra-t-il enfin le silence entre les notes. Poirot ferma lentement le journal, comme s'il s'agissait d'un être vivant. Il descendit l'escalier du grenier, le cœur lourd, non pas de suspicion, mais de compréhension. L'affaire était close, oui, les faits étaient établis. Mèche-Histoire, l'œuvre des frères Venn ne s'était pas achevée par un coup au bord d'un lac. Elle s'était achevée ici, dans ces pages, où la fierté et la douleur avaient été transcrites avec autant d'art que n'importe quel concerto. Poirot trouva Gabriel dans la salle de musique, de nouveau au piano, ses doigts glissant légèrement sur les touches sans les toucher. Il leva les yeux à l'entrée de Poirot. « Je pensais que tu étais parti. Je l'avais fait, mais la maison m'a demandé d'écouter une dernière fois. » Gabriel ne dit rien. Poirot posa le journal sur le pupitre. « Je l'ai trouvé au grenier. Paul l'a écrit dans les dernières semaines. » Gabriel le fixa sans bouger. « Il a écrit sur toi, avec tristesse. Pas de haine. Il espérait qu'un jour, tu lui pardonnerais. » « Je n'ai pas besoin de lui pardonner, » dit Gabriel d'une voix rauque. « Il a toujours été le meilleur. »« Non, monsieur, » dit Poirot. « Il était juste plus fort. Chacun jouait sa mélodie. La sienne s'est tout simplement terminée en premier. » Gabriel tendit la main et effleura la couverture du journal. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais aucune larme ne coula. « Je ne l'ai jamais entendu jouer comme il l'a fait la semaine dernière, » murmura-t-il. C'était différent, franchement. Poirot s'inclina légèrement. La vérité change toujours le ton. Il marqua une pause, puis ajouta « Et que vas-tu faire maintenant ?» Gabriel baissa les yeux sur ses mains. Jouer, peut-être. Pas pour la gloire, pas pour les critiques, juste pour lui. Poirot sourit faiblement. « Alors, monsieur, vous lui ferez honneur mieux que n'importe quel éloge funèbre. » Ce soir-là, Poirot quitta finalement Venhouse pour de bon. Alors que son taxi s'éloignait, il jeta un coup d'œil en arrière. Les fenêtres du manoir brillaient d'une douce lumière, comme si quelqu'un, à l'intérieur, avait allumé toutes les lampes pour contrer le crépuscule qui approchait. De quelque part, faible, lointain mais clair, vint le son d'un violon. Pas parfait, pas voyant, juste, sincère. Poirot ferma les yeux, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il n'éprouvait pas le besoin de réfléchir. Il a simplement écouté. Chapitre 10. Une question d'harmonie. 10 jours s'étaient écoulés depuis qu'Hercule Poirot avait quitté Venhouse et était rentré dans son appartement londonien, niché au-dessus d'une place tranquille de Knightsbridge. Le temps changeait, le vent se faisait plus vif, le brouillard plus épais, et les rues s'animaient des nuances cuivrées et grises de l'automne. Il aurait dû se sentir satisfait. L'affaire avait été résolue, l'innocent libéré, le coupable découvert. Pourtant, quelque chose le tiraillait encore. Pas un soupçon précisément, mais une curiosité, un accord persistant, inaudible, qui ne s'était pas encore résolu. Il était maintenant assis près de sa fenêtre avec un pot de tisane, le feu rougeoyant doucement derrière lui, et une épaisse enveloppe sur ses genoux, adressée de la main gracieuse de Lydia March. À l'intérieur se trouvaient 2 objets. La première était une lettre. « Cher Monsieur Poirot, tu m'as demandé un jour ce que je ferais de la vérité. Eh bien, j'ai décidé. Timothy et moi sommes fiancés. Discrètement, pour l'instant. Ce n'est pas une annonce, pas encore. Juste un espoir partagé. Nous avons emménagé dans un petit appartement à Clerkenwell. J'ai repris l'enseignement de la musique. Rien de grandiose, juste des enfants du quartier, mais ça m'apaise. Gabriel s'est remis à la composition. Je reçois des pages de lui par la poste, sans marque ni signature, mais son style est reconnaissable entre tous. Ses mélodies ont changé. Elles sont désormais plus douces. Il m'a demandé de lui transmettre le 2e élément ci-joint. Il dit qu'il ne peut pas encore prononcer les paroles à voix haute, mais que la musique les prononcera peut-être pour lui. Avec tous nos remerciements, Lydia March Poirot sourit en terminant la lettre.
Le deuxième objet était une feuille de musique manuscrite. Le titre était simple, pour P, la dédicace, à celui qui a joué ce que je ne pouvais pas dire. Poirot étudia la notation. Les premières mesures étaient dissonantes, agitées, mais elles se résumaient à un motif obsédant, passant du mineur au majeur avec une grâce douloureuse. C'était intime, non destiné aux salles de concert, mais à un auditeur solitaire. Il pouvait presque l'entendre. Il se leva et déposa la partition sur le piano près de la fenêtre. Avec précaution et une certaine révérence, il joua le premier accord. Il n'était pas un maître de l'instrument, mais il comprenait l'émotion. La mélodie remplissait la pièce, et avec cela est venue la compréhension. Gabriel n'avait pas simplement pleuré son frère, il avait composé une confession, un calcul, une prière. Entre les notes se trouvaient les choses mêmes qu'il ne pourrait jamais dire à voix haute. Deuil, culpabilité, amour. Poirot ferma doucement le couvercle. Certaines affaires se terminent au tribunal, d'autres dans le silence. Celui-ci, pensa-t-il, se terminait en musique. 2 jours plus tard, Poirot dînait avec l'inspecteur Japp dans leur club habituel de méfères. Japp, toujours sceptique face à la sentimentalité, n'appréciait guère les histoires qui se terminaient par des violons et des non-dits. « Vous me dites, dit Japp en s'essuyant la bouche avec une serviette, qu'après tout ce tapage, le meurtre, le cousin, l'héritage, le réel, la fin était une mélodie ?» Poirot sourit. « Non, mon ami. La véritable fin était un changement d'avis. La mélodie ne faisait que le traduire. » Japp renifla. « Je te laisse trouver de la poésie dans un rapport de police. » Poirot plia sa serviette et se laissa aller en arrière. Poirot trouve la vérité partout où elle se cache, dans une empreinte de pas, une lettre ou une chanson. Japp leva son verre. « À la vérité alors. » Poirot leva la sienne. « À l'harmonie. » Et quelque part, non loin de Clerkenwell, dans un modeste appartement au-dessus d'une boulangerie, un violoniste jouait. Ses mains n'étaient pas parfaites. Son archet tremblait 1 ou 2 fois, mais la mélodie qu'il tirait n'avait ni amertume ni feu, seulement du souvenir, seulement de l'amour. C'était la pièce intitulée « Pour P », et quand il atteignit la note finale, un mi aigu et persistant qui s'estompa dans l'air de fin octobre. Lydia posa sa tasse de thé, marcha vers lui et posa une main sur son cœur. Aucun mot n'était nécessaire. Le silence qui suivit fut complet. Et enfin, dans une tonalité parfaite, paix. Chapitre 11. L'arc final. Un mois entier s'était écoulé depuis que l'affaire de Venhouse avait été résolue, et pourtant, alors qu'Hercule Poirot descendait une fois de plus du train sur le quai de Little Norminster, il ne pouvait s'empêcher de penser que l'histoire n'était pas tout à fait complète. Il n'était pas venu pour une affaire cette fois. Pas de mystère, pas de convocation, pas de télégramme au milieu de la nuit. Il était venu à l'invitation personnelle de Lydia Marsh, qui avait écrit dans sa dernière lettre « Il y aura un récital en mémoire de Paul, calme et privé. Seulement quelques-uns d'entre nous. Gabriel souhaite jouer à nouveau, correctement, en public. Nous espérions que vous y assisteriez. Il reste encore des choses non dites, et je pense qu'une dernière note vous est due. La journée était inhabituellement chaude pour une fin novembre. Les champs conservaient encore le vert persistant de l'automne, et les haies bordant la route menant à Venhouse portaient des baies telles des rubis nichés parmi les épines. Poirot arriva au manoir juste après midi. Florence de Witt l'accueillit à la porte, plus détendue qu'il ne l'avait jamais vue, avec un tablier saupoudré de farine et une légère odeur de cannelle la suivant. « Il a changé, monsieur, » dit-elle en le conduisant à l'intérieur. « Monsieur Gabriel, je veux dire, il parle plus doucement. Il dort fenêtres ouvertes maintenant, vous imaginez? Et cette horrible tension dans ses épaules, elle a disparu. » Poirot sourit. « Ah, alors les fantômes ont été persuadés de partir? »« Pas partir, » dit Florence. Il a appris à les laisser rester sans les laisser gouverner. Le salon avait été aménagé non pas pour le deuil, mais pour la musique. Le piano à queue, poli et ouvert, était là. 2 pupitres à musique étaient disposés devant un petit groupe de chaises disposées en demi-cercle.
Au premier plan, un violon isolé sur un tapis de velours. Gabrielle Courtland entra un instant plus tard, avec une gravité tranquille, nouvelle pour Poirot. Fini la posture rigide, l'arrogance défensive. Il était plus mince, peut-être, plus pâle, mais son regard était clair. « Merci d'être venu, » dit Gabrielle en lui tendant la main. « Je n'étais pas sûr que tu le ferais. »« Je pouvais difficilement refuser, » répondit Poirot. « Vous m'avez envoyé de la musique. » Gabrielle esquissa un léger sourire, presque penaud. « Oui, enfin. C'était plus révélateur que je n'aurais jamais pu le dire. » Poirot l'observa. « Tu ne joues plus pour le monde ?»« Je ne sais pas si j'y suis jamais vraiment parvenu, » dit doucement Gabrielle. « Je jouais pour l'approbation, pour l'héritage, pour la perfection que ma mère exigeait et à laquelle Paul résistait en silence. » Il marqua une pause. « Mais aujourd'hui, je joue pour lui, et peut-être un peu pour moi. » À 3 heures, le petit rassemblement était rassemblé. Lydia était radieuse dans sa robe bleu marine profond, ses cheveux auburn détachés. À côté d'elle était assis Timothy Wells, dont la présence ne suscitait plus aucun malaise. Son visage aussi était différent, une sérénité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il adressa un signe de tête respectueux à Poirot. Lady Eugénia avait pris sa chaise habituelle près de la cheminée, sa canne à côté d'elle, et son expression était indéchiffrable. Elle portait du noir, mais pas du noir de deuil, du satin, avec une broche violette. Un compromis. Quelques amis de la famille, des habitants de Larkwood et 2 étudiants de Gabrielle étaient assis à l'arrière. Gabrielle se tenait devant eux avec un calme posé. « Ce morceau, dit-il, était le préféré de Paul. Il disait qu'il lui rappelait la pluie qui tombe sur la mémoire. Je ne l'avais jamais entendu de cette façon, jusqu'à maintenant. » Il leva son violon et commença à jouer sonate pour violon numéro 1 de Brahms, la sonate de la pluie. Les premières mesures étaient délicates, incertaines. Puis vint la houle, mélancolie mêlée de chaleur. Un morceau sur le regard en arrière, mais sans amertume. Un morceau sur ce qui perdure, même après le silence. Poirot ferma les yeux, et c'était là. Fermeture. Pas le genre de compassion que l'on trouve dans les aveux ou les arrestations, mais dans l'aveu doux du chagrin, et dans le choix d'aller de l'avant, même avec le poids du passé. Après le récital, le thé était servi dans la véranda, où la lumière pénétrait à travers le verre et transformait chaque souffle de vapeur en or. Lady Eugénia s'approcha de Poirot à l'improviste. « Vous avez raison, vous savez. » Poirot but une gorgée. « À propos de quoi, madame ? » ?»« À propos de la vérité. Elle ne détruit pas toujours. Parfois, elle adoucit. » Poirot inclina la tête. « Cela fait de la place, madame. C'est ce que la vérité fait de mieux. » Elle hocha la tête une fois et s'éloigna. Plus tard, alors que Poirot se préparait à repartir, sac soigneusement emballé, chaussures cirées, Gabrielle lui tendit un petit paquet, noué dans un ruban bordeaux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Poirot. « Quelque chose que Paul a écrit. Nous l'avons retrouvé sur le banc du piano. C'est un duo. Inachevé. Sans titre. Juste des fragments. » Poirot tenait le paquet avec révérence. « Je pensais, » continua Gabrielle, « que tu saurais peut-être comment l'appeler. » Poirot leva les yeux. Ses yeux, pour une fois, brillaient. « Ah, » dit-il doucement. « Mais monsieur, il a déjà un nom. » Gabrielle haussa un sourcil. Poirot sourit. « Le violoniste qui n'a plus jamais joué. » Gabrielle baissa les yeux vers le sol, puis, doucement, rit. « C'est approprié, » dit-il. « Même si, finalement, je suppose, il l'a fait. » Poirot hocha la tête, de la manière qui comptait le plus. Ils se sont serrés la main, non pas en tant que détective et suspect, mais comme 2 hommes qui ont traversé le chagrin et en sont ressortis transformés. Poirot se tourna vers la voiture qui l'attendait, et alors qu'il s'éloignait de Venhouse pour la dernière fois, il ne regarda pas en arrière. Il avait entendu le dernier accord, et cela s'est résolu.
dans la paix.